Hey, salut les planteurs, nouvel épisode et cette fois-ci vous avez voté pour une plante de serre chaude. Ouh, je sens les plantes addictes qui vont me tomber sur le museau parce que j'aurais dit un truc de travers, mais bon. Je suis pas rassuré. Au fait, pour les votes, ça se passe par là. Ouais, pour les nouveaux ou ceux qui savaient pas. Bon, je sais, j'ai un peu ragé sur les philos et leur prix de déglingo. Des sujets au prix d'un F3 avec terrasse sur Paris. Mais la hype a l'air d'être un peu passée, quoique, je suis pas sûr. Et maintenant, il y a un autre genre de la même famille que je trouve beaucoup plus cool personnellement, très instagrammable lui aussi, mais un peu plus délicat que les philos. Et parfois, pas mal cher aussi. Ah, les variégations. Une sacrée passion, ouais. Sacrée passion. Très connus pour leur feuillage qui possède grosso modo une forme de cœur, mais par contre, botaniquement, c'est clairement que dawa. On va donc parler aujourd'hui des alocasias, des colocasias aussi, et des xanthosomas un petit peu. Allez, c'est parti! Bien. Les alocasias et les colocasias sont des plantes herbacées de la famille des aracées. Une bonne grosse famille où on peut aussi y retrouver le spatie par exemple. Oui, cette fameuse fleur de lune qu'on voit partout. Ainsi que les philos bien sûr, mais aussi les monstera, les caladiums, fuite démon, les amioculcas, mais aussi les aromes, et on reparlera d'eux à l'occasion. Alocasia, à l'occasion, vous l'avez? Vous l'avez? Bordel, je me déteste. Leurs inflorescences, c'est ce qu'on appelle un spadis, cylindrique, entouré d'une bractée, appelée spate, qui est grosso modo une feuille spécifique. Sans grand intérêt visuel, on va dire, sur ces genres-là. Et les fruits ressemblent à ça, des baies qui forment une sorte d'épi. Alocasia et colocasia viennent tous deux d'Asie, et principalement des Philippines, d'Inde, du Cambodge, de Bornéo. Et leur nom vient du grec locasia qui signifie racine de lotus, avec les préfixes a et co qui signifient avec ou sans. Le premier, l'alocasia, possède des tubercules qui ressemblent à des rhizomes, alors que le deuxième, le colocasia, possède des tubercules qui ressemblent, ouais, de loin à des racines de lotus. Décrite pour la première fois par Linné, sous le nom d'arome. Ouais, c'était un peu gouré, mais on lui en veut pas. C'est Karl. Les deux genres ont ensuite été reclassés par Heinrich Wilhelm Scott, un botaniste autrichien qui s'était un peu spécialisé dans les aracées. Et il a même rencontré Alexander von Humboldt dans sa jeunesse. Le roi de la classe, l'homme trop bien sapé. Mais la bonne question, c'est comment différencier toutes ces plantes qu'on appelle vulgairement oreilles d'éléphant. Les alocasias sont en général des plantes assez massives, bien que pas toujours, mais qui ont tendance à former une sorte de tronc avec l'âge. Et leurs feuilles sont plutôt épaisses avec des nervures bien saillantes, et parfois même super saillantes. Faut vraiment que j'arrête avec mes vannes, hein, les gens vont se désabonner à force. Hein. Et voici par exemple quelques espèces comme le cucuata, que vous voyez ici, le petit cuprea qui est derrière moi vers l'aquarium, ou encore le zebrina qui est à côté de moi, là. Mais il y en a beaucoup d'autres, des plus gros, des plus petits et beaucoup d'hybrides. Passons maintenant aux colocasias, aussi appelés tarots, comme certains alocasias des fois, c'est pour ça que c'est un peu le foutoir là-dedans. Ils forment des tubercules du coup, mais aussi des stolons, des tiges aériennes qui vont venir s'enraciner non loin de la plante. Ouais, comme les fraises. Et au niveau des feuilles, les nervures sont que très peu prononcées, voire parfois complètement lisses. Et le feuillage est aussi très souvent hydrophobe. Il y a pas mal de variétés d'ornements colorés, comme celle-ci par exemple. Certaines espèces ont des feuillages plutôt compacts et d'autres beaucoup moins, qui deviennent beaucoup plus grosses avec des tubercules qui peuvent atteindre les 2 kg. Ensuite, le xanthosoma, qui lui nous vient des Antilles, donc pas du tout du même coin que les deux autres. Hein. On les appelle d'ailleurs macabo ou malanga dans ces coins-là. Mais vu qu'ils se ressemblent beaucoup et qu'ils sont de la même famille, je me suis dit allez hop, dans la même vidéo. Son nom vient de xanthos qui signifie jaune, et de soma qui fait référence au corps en grec ancien.
Ils ressemblent beaucoup aux colocasia et sont d'ailleurs, parfois, par erreur, vendus sous le même nom. C'est vrai qu'ils sont assez difficiles à différencier au premier coup d'œil, à part le fait que les lobes des feuilles sont un peu plus pointus, mais pour ça, pas grand chose. Mais quand on les met côte à côte, on voit quand même la différence. Bon, maintenant on va voir un petit peu la culture de tout ce petit monde. La culture des alocasias et de leurs copains n'est pas toujours évidente dans nos intérieurs, car ils demandent une assez grosse hygrométrie, ce qui n'est pas toujours facile à procurer, surtout l'hiver avec le chauffage. Il y a bien sûr la technique de la soucoupe et des billes d'argile pour compenser un peu. Pour la température, entre 22 et 26 degrés, c'est le top. Mais veillez à ce qu'elle ne tombe pas en dessous de 15 degrés, même si certaines espèces y résistent, ce n'est pas la majorité. Pour le substrat, il est recommandé d'utiliser un mélange léger à base de terreau, d'écorce de pin, de coco, d'un peu de perlite et de compost bien décomposé. N'hésitez pas à ajouter de l'engrais riche en azote assez régulièrement, ce sont des plantes assez gourmandes. Il est très bénéfique d'ajouter un éclairage artificiel en période hivernale. Généralement, la multiplication s'effectue par division des tubercules au rempotage. Et aussi, faites attention aux acariens et aux cochenilles farineuses. Passons maintenant à la partie anecdote, celle que vous préférez. Pour commencer, il faut savoir que ces plantes se mangent et sont beaucoup produites pour cela d'ailleurs. Et pas qu'un peu. Le Xanthosoma sagittifolium, aussi appelé malanga ou chou de la Caraïbe, est essentiellement produit à Cuba qui sort pas moins de 240 000 tonnes de tubercules par an destinés à la consommation. C'est aussi le cas du Colocasia esculenta, le vrai taro, qui possède un tubercule avec un goût proche de celui de la patate douce. Et les feuilles peuvent être préparées à la manière des épinards. Peu présent dans nos étalages, mais par contre très populaire du Sénégal à la Chine en passant par Madagascar. Il a même été classé comme invasif dans certains endroits du globe tellement il a été cultivé partout. Les alocasias et surtout le macrorhiza peuvent être aussi consommés, mais plus rarement, souvent quand c'était la grosse dèche, car comme beaucoup de plantes de la famille, ils possèdent des cristaux d'oxalate de calcium, qui vont au choix te flinguer les reins ou faire gonfler ta gorge. Cool, non? Mais bouilli et associé à des fruits acides tels que le tamarin, comme on fait en Inde, et ben, ça passe. C'est pas ouf, mais ça passe. Bon, même si c'est la hesque 15 du mois, c'est pas la peine de vous faire un pot-au-feu avec votre Silver Dragon, non, faut éviter. Sinon, une étude menée par l'université de Washington dans les années 90 a démontré et même prouvé que vivre dans un environnement qui comprend beaucoup de plantes aide à réduire le stress, améliore la concentration, la réflexion et la créativité. Mais ce n'est pas tout, cela diminue aussi la pression artérielle et aussi la perception de la douleur. Alors j'ai fait le test, je me suis volontairement éclaté le petit orteil dans une table de culture en plein milieu de la serre, et j'ai eu aussi mal que d'habitude. J'essaye de sortir, capitaine! J'ai le doigt coincé dans la porte! Pour en revenir à nos plantes aux questions, le taro géant, qui est un alocasia, pas un colocasia, qui possède une grande quantité d'antioxydants et qui est utilisé en Indonésie pour soulager l'arthrose ou favoriser la guérison des plaies. Le Xanthosoma est quant à lui, d'après une étude de 2015, un très bon candidat pour le traitement de certains cancers, entre autres les leucémies. Et ça c'est cool. Et il possède des capacités anti-inflammatoires et analgésiques non négligeables. Et on va finir avec une touche un peu plus rigolote. Dans pas mal de pays d'Asie, quand il se met à pleuvoir, surtout pendant la période de mousson, ça déconne pas trop. Et donc à ce moment-là, on est bien content de tomber sur un alocasia quand on a oublié son parapluie. Vu les feuilles mastoc qu'il possède, ils font très bien office et en plus ça donne un petit style à la Totoro. Et voilà les amis, c'est tout pour cet épisode sur les Alocasias, Colocasia et Xanthosoma. Bon, comme d'habitude, j'ai dû oublier des trucs, je vous invite à vous renseigner par vous-même. Mais par contre, faites gaffe, on voit quand même tout et n'importe quoi sur internet à leur sujet. Et pour ceux qui voudraient en acheter, on en trouve assez facilement en jardinerie ou même sur des sites spécialisés. Mais attention, faut voir les tarots. Tarot?
Vous l'avez aussi? Ah, je suis sûr que tu l'as. No. Et si cela vous a plu, n'hésitez pas à faire péter le pouce bleu, à mettre un petit commentaire aussi, un petit commentaire sympa, ou à compléter mon épisode. Les plantes addicts, vous êtes les bienvenus. Merci aussi bien sûr à mon frangin Trut pour la musique que vous pouvez retrouver sur SoundCloud. Merci les planteurs d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos, des jeux de mots de meilleure qualité. Et en attendant, n'oubliez pas de cultiver et de vous cultiver, c'est le plus important. À la prochaine, ciao!